Si vous ne connaissez pas l'histoire et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je continue à lire quelques chapitres. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de lire le livre complet. Il faudrait que je me renseigne, mais rien ne m'empêche de vous lire quelques chapitres. Et éventuellement, si d'autres histoires vous intéressent, comme je l'ai mentionné, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, pourquoi pas, dites-le moi. Alors, j'en profite également avant de commencer de m'excuser pour le bruit de fond. J'ai encore et toujours mes fameux travaux dans ma rue qui sont là. Pour la petite histoire, début janvier, il y a eu des travaux de raccordement de gaz dans toute ma rue, du renouvellement des tuyauteries de gaz. Et sauf que ma commune en a profité de ces travaux pour décider de refaire toutes les voiries, donc la route et les trottoirs. Donc en soi c'est bien, je vais avoir un trottoir et des routes toutes neuves devant chez moi, mais c'est prolongé de 2 mois supplémentaires. Et pile aujourd'hui, au moment où je peux prendre quelques temps pour vous, pour faire quelques vidéos, il se trouve que j'ai une sorte de, c'est pas un marteau-piqueur, mais bref, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une machine pour tasser la terre. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et que ça va pas trop vous déranger. Mais bon, j'en suis vraiment désolée. Alors, commençons donc l'histoire de Dracula par Bram Stoker. Alors, c'est un très vieux livre qui est bien jaune. Donc, je vais passer l'histoire sur Bram Stoker, qui dit père de Dracula, pour arriver au début de l'histoire. Alors,
ceci que je dois séjourner. Ils prétendent descendre d'Attila et des Huns. Peut-être est-ce vrai, car lorsque les Magyars conquirent le pays au VIe siècle, ils y trouvèrent les Huns déjà établis. Il paraît que toutes les superstitions du monde se retrouvent dans les Carpates et ne manquent pas de faire bouillonner l'imagination populaire. S'il en est ainsi, mon séjour pourra être des plus intéressants. Je ne manquerai pas d'interroger le comte au sujet de ces nombreuses superstitions. Je dormis mal, non que mon lit ne fût pas confortable, mais je fis toutes sortes de rêves étranges. Un chien ne cessa, durant toute la nuit, de hurler sous ma fenêtre. Est-ce la cause de mon insomnie, ou fût-ce le paprika? Car j'eus beau boire toute l'eau de ma carafe, la soif me desséchait toujours la gorge. Vers le matin, enfin, je me suis sans doute profondément endormie, car je me suis réveillée en entendant frapper à ma porte, et il me sembla qu'on devait frapper depuis longtemps. Au petit déjeuner, j'eus à nouveau du paprika, ainsi qu'une espèce de porridge fait de farine de maïs qu'on appelle mamaliga, et d'aubergines farcies, plat excellent qui porte le nom de impletata. J'en ai noté également la recette pour Mina. Je déjeunais en hâte, car le train partait quelques minutes avant 8 heures, ou plus exactement, il aurait dû partir quelques minutes avant 8 heures, mais après une véritable course, j'arrivai à la gare à 7h30. J'attendis plus d'une demi-heure dans le compartiment où je m'étais installée avant que les trains ne démarrent. Il me sembla que plus on va vers l'est, plus les trains ont du retard. Qu'est-ce que cela doit être en Chine? Nous roulâmes toute la journée à travers un fort beau pays d'aspect varié. Tantôt nous apercevions soit des petites villes, soit des châteaux juchés au sommet de collines escarpées, comme on en voit représentés dans les anciens missels. Tantôt nous longions des cours d'eau plus ou moins importants, mais qui tous, à en juger par les larges parapets de pierre qui les bordent, sont sans doute sujets à
j'allais partir, la patronne monta à ma chambre et me demanda sur un ton affolé: devez-vous vraiment y aller? Oh, mon jeune monsieur, devez-vous vraiment y aller? Elle était à ce point bouleversée qu'elle avait de la peine à retrouver le peu d'allemand qu'elle savait et le mêler à des mots qui m'étaient totalement étrangers. Quand je lui répondis que je devais partir tout de suite et que j'avais à traiter une affaire importante, elle me demanda encore: savez-vous quel jour nous sommes? Je répondis que nous étions le 4 mai. Oui, fit-elle en hochant la tête, le 4 mai bien sûr, mais quel jour est-ce? Comme je lui disais que je ne saisissais pas sa question, elle reprit: c'est la veille de la Saint-Georges. Ignorez-vous que cette nuit, aux 12 coups de minuit, tous les maléfices régneront en maître sur la terre? Ignorez-vous où vous allez et au-devant de quoi vous allez? Elle paraissait si épouvantée que je tentai, mais en vain, de la réconforter. Finalement, elle s'agenouilla et me supplia de ne pas partir, ou du moins d'attendre un jour ou deux. Chose sans doute ridicule, je me sentais mal à mon aise. Cependant, on m'attendait au château, rien ne m'empêcherait d'y aller. J'essayai de la relever et lui dis sur un ton fort grave que je la remerciais, mais que je devais absolument partir. Elle se releva, s'essuya les yeux, puis, prenant le crucifix suspendu à son cou, elle me le tendit. Je ne savais que faire car, élevée dans la religion anglicane, j'avais appris à considérer de telles habitudes comme relevant de l'idolâtrie, et pourtant j'aurais fait preuve, me semble-t-il, d'impolitesse en repoussant ainsi l'offre d'une dame âgée qui ne me voulait que du bien et qui vivait à cause de moi des moments de véritable angoisse. Elle lut sans doute sur mon visage l'indécision où je me trouvais. Elle me passa le chapelet autour du cou en me disant simplement: pour l'amour de votre mère. Puis elle sortit de la chambre. J'écris ces pages de mon journal en attendant la diligence qui naturellement est en retard, et la petite croix pas encore à mon cou. Est-ce la peur qui agitait la vieille dame, ou les effrayantes superstitions du pays, ou cette croix elle-même? Je ne sais, mais le fait est que je me sens moins calme que d'habitude. Si jamais ce journal parvient à Mina avant que je ne la revoie moi-même, elle y trouvera du moins mes adieux. Voici la diligence. 5 mai, au château. La pâleur grise du matin s'est dissipée peu à peu. Le soleil est déjà haut sur l'horizon qui apparaît comme découpé par des arbres ou des collines sans que je puisse le préciser, car il est si lointain que toutes choses grandes et petites s'y confondent. Je n'ai plus envie de dormir, et puisqu'il me sera loisible demain de me lever quand je le voudrai, je vais écrire jusqu'à ce que je me rendorme, car j'ai beaucoup de choses étranges à écrire, et pour que le lecteur ne croie point que j'ai fait un trop bon repas avant de quitter Bistritz, qu'il me permette de lui en donner exactement le menu. On me servit ce qu'on appelle ici un steak de brigand, quelques morceaux de lard accompagnés d'oignons, de bœuf et de paprika, le tout enroulé sur des petits bâtons et rôti au-dessus de la flamme, tout simplement comme à Londres. Nous faisons des abats de viande de boucherie. J'ai bu du médiac doré, vin qui vous pique légèrement à la langue, mais ma foi, ce n'est pas désagréable du tout. J'en pris seulement 2 verres. Lorsque je montai dans la diligence, le conducteur n'était pas encore sur son siège, mais je le vis qui s'entretenait avec la patronne de l'hôtel. Sans aucun doute, il parlait de moi, car de temps à autre, il tournait la tête de mon côté. Des gens assis sur le banc près de la porte de l'hôtel se levèrent, s'approchèrent d'eux, écoutant ce qu'ils disaient, puis à leur tour me regardèrent avec une visible pitié. Pour moi, j'entendais souvent les mêmes mots qui revenaient sur leurs lèvres, des mots que je ne comprenais pas
ces hommes et toutes ces femmes paraissaient me témoigner tant de sympathie, partager le malheur où ils me voyaient déjà, que j'en fus profondément touchée. Je n'oublierai jamais les dernières images que j'emportais de cette foule bigarrée rassemblée dans la cour de l'hôtel, cependant que chacun se signait sous la large porte cintrée à travers laquelle je voyais au milieu de la cour les feuillages des lauriers roses et des orangers plantés dans des caisses peintes en vert. Le cocher dont les larges pantalons cachaient presque le siège tout entier, le siège, cela se dit Gotza, fit claquer son fouet au-dessus de ses 4 chevaux attelés de front et nous partîmes. La beauté du paysage me fit bientôt oublier mes angoisses, mais je ne pense pas que j'aurais pu m'en débarrasser aussi aisément si j'avais saisi tous les propos de mes compagnons. Devant nous s'étendaient des bois et des forêts, avec çà et là des collines escarpées au sommet desquelles apparaissent un bouquet d'arbres ou quelques fermes dont le pignon blanc surplombait la route. Partout les arbres fruitiers étaient en fleurs, véritable éblouissement de pommiers, de pruniers, de poiriers et de cerisiers, et l'herbe des vergers que nous longions scintillait de pétales tombés. Contournant ou montant les collines, la route se perdait dans les méandres d'herbes vertes, où se trouvait comme enfermée entre 2 lisières de bois de pin. Cette route était des plus mauvaises et pourtant nous roulions à toute vitesse, ce qui m'étonnait beaucoup. Sans doute le conducteur voulait-il arriver à Borgo Brand sans perdre de temps. On m'apprit que la route en était excellente, mais qu'elle n'avait pas encore été remise en état après les chutes de neige de l'hiver précédent. À cet égard, elle différait des autres routes des Carpates. De tout temps, en effet, on a eu soin de ne pas les entretenir, de peur que les Turcs ne s'imaginent qu'on prépare une invasion et qu'ils ne déclarent aussitôt la guerre qui, à vrai dire, est toujours sur le point d'éclater. Au-delà de ces collines s'élevaient d'autres forêts et les grands pics des Carpates même. Nous les voyions à notre droite et à notre gauche, le soleil d'après-midi illuminant leur ton déjà splendide, bleu foncé et pourpre dans le creux des hauts rochers, vert et brun là où l'herbe recouvrait légèrement la pierre. Puis c'était une perspective sans fin de rocs découpés et pointus qui se perdaient dans le lointain où surgissaient des sommets neigeux. Quand le soleil commença à décliner, nous vîmes ici et là, dans les anfractuosités des rochers, étinceler une chute d'eau. Nous venions de contourner le flanc d'une colline et j'avais l'impression de me trouver juste au pied d'un pic couvert de neige, lorsque l'un de mes compagnons de voyage me toucha le bras et me dit en se signant avec ferveur, « Regardez, Istentsek, le trône de Dieu. » Nous continuâmes notre voyage qui me paraissait ne jamais devoir finir. Le soleil derrière nous descendait de plus en plus sur l'horizon et les ombres du soir peu à peu nous entourèrent. Cette sensation d'obscurité était d'autant plus nette que tout en haut, les sommets neigeux retenaient encore la clarté du soleil et brillaient d'une délicate lumière rose. De temps à autre, nous dépassions des Tchèques et des Slovaques vêtus de leurs fameux costumes nationaux, et je fis une pénible remarque. La plupart étaient goitreux. Des croix s'élevaient au bord de la route et chaque fois que nous passions devant l'une d'elles, tous les occupants de la diligence se signaient. Nous vîmes aussi des paysans ou des paysannes à genoux devant des chapelles. Ils ne tournaient même pas la tête en entendant approcher la voiture. Ils étaient tout à leur dévotion et n'avaient plus ou on dit ni yeux ni d'oreilles pour le monde extérieur. Presque tout était nouveau pour moi. Les meules de foin dressées jusque dans les arbres, les nombreux saules pleureurs avec leurs branches qui brillaient comme de l'argent, et à travers le vert délicat des feuilles. Parfois nous rencontrions une charrette de paysans, longue et sinueuse comme un serpent,
sur un fond de neige récemment tombé. Parfois, quand la route traversait une sapinière qui semblait se refermer sur nous, de gros paquets de brouillard nous cachaient même les arbres, et c'était pour l'imagination quelque chose d'effrayant. Je me laissais de nouveau gagner par l'épouvante que j'avais déjà éprouvée à la fin de l'après-midi dans les Carpates. Le soleil couchant donne aisément des formes fantastiques aux nuages qui roulent au creux des vallées. Les collines étaient parfois si escarpées que malgré la hâte qui animait notre conducteur, les chevaux étaient obligés de ralentir le pas. Je manifestais le désir de descendre et de marcher à côté de la voiture, comme en pareil cas, c'est la coutume dans notre pays, mais le cocher s'y opposa fermement. Non, non, me dit-il, ici il ne faut pas faire à pied, même un bout de la route, les chiens sont bien trop dangereux. Et il ajouta ce qu'il considérait évidemment comme une sombre plaisanterie, car il consulta du regard tous les voyageurs l'un après l'autre, pour s'assurer sans doute de leur sourire approbateur. Croyez-moi, vous en aurez eu suffisamment de tout ceci quand vous irez au lit ce soir. Il ne s'arrêta que lorsqu'il lui fallut allumer ses lampes. Alors les voyageurs devinrent fort excités, chacun ne cessait de lui adresser la parole, le pressant à ce que je pus comprendre de rouler plus vite. Il se mit à faire claquer son fouet sans pitié sur le dos des chevaux et à l'aide de cris et d'appels les encouragea à monter la côte plus rapidement. À un moment, j'eus cru distinguer dans l'obscurité une pâle lueur devant nous, mais ce n'était sans doute rien d'autre qu'une crevasse dans les rochers. Cependant, mes compagnons se montrèrent de plus en plus agités. La diligence roulait follement, ses ressorts grinçaient et elle penchait d'un côté puis de l'autre, comme une barque sur une mer démontée. Je dus me retenir à la paroi. Cependant, la route se fit bientôt plus régulière et j'eus alors l'impression que nous volions bel et bien. Elle devenait aussi plus étroite. Les montagnes d'un côté et de l'autre se rapprochaient et semblaient à vrai dire nous menacer. Nous traversions le col de Borgo. Tour à tour, mes compagnons de voyage me firent des présents, gousses d'ail, roses sauvages séchées, et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offrirent avec une simplicité vraiment touchante, en répétant ces gestes mystérieux qu'avaient fait les gens rassemblés devant l'hôtel de Bistritz. Le signe de la croix et les deux doigts tendus pour me protéger contre le mauvais œil. Le conducteur se pencha en avant sur les deux bancs de la diligence, les occupants tendant le cou pour examiner le rebord extérieur. De toute évidence, ils s'attendaient à voir surgir quelque chose dans la nuit. Je leur demandai de quoi il s'agissait, mais aucun ne voulut me donner la moindre explication. Cette vive curiosité persista un bon moment. Enfin, nous parvînmes sur le versant est du col. Des nuages noirs s'annonçaient. Le temps était lourd comme si un orage allait éclater. On eût dit que des deux côtés de la montagne, l'atmosphère était différente et que nous étions maintenant dans une région dangereuse. Pour moi, je cherchais des yeux la voiture qui devait me conduire chez le comte. Je m'attendais d'un moment à l'autre à apercevoir ces lumières, mais la nuit demeurait d'un noir d'encre. Seuls les rayons de nos lampes, cahotantes, projetaient des lueurs dans laquelle s'élevait la laine fumante des chevaux. Elle nous permettait de distinguer la route blanche devant nous, mais nulle trace d'autre voiture que la nôtre. Mes compagnons, avec un sourire de soulagement, reprirent une position plus confortable. Je le ressentis comme une raillerie. Ils se moquaient de mon propre désappointement. Je réfléchissais à ce que j'allais faire en cette situation embarrassante quand le conducteur consulta sa montre et dit aux autres voyageurs quelques mots
m'adressai à notre conducteur, je distinguai pourtant ses yeux, si brillants que dans la clarté des lampes, ils semblaient rouges. « Vous êtes bientôt ce soir, mon ami, lui dit-il. » L'autre répondit sur un ton mal assuré, mais ce monsieur qui est anglais était pressé. « Voilà pourquoi, je suppose, répliqua le nouveau venu, vous vouliez l'emmener jusqu'en Bucovine. Non, mon ami, impossible de me tromper, j'en sais trop et mes chevaux sont rapides. » Il souriait en parlant, mais l'expression de son visage était dure. Il était maintenant tout près de la voiture. On voyait ses lèvres très rouges, ses dents pointues, blanches comme de l'ivoire. Un voyageur murmura à l'oreille de son voisin le vers fameux de Lénore de Burger. Den die Toden retten schnell, car les morts vont vite. Le cocher de la calèche l'entendit certainement, car il regarda le voyageur avec de nouveau un étrange sourire. L'autre détourna la tête tout en se signant et en tendant deux doigts. « Qu'on me donne les bagages de monsieur, reprit le cocher. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mes valises passèrent de la diligence dans la calèche, puis je descendis moi-même de la diligence, et comme l'autre voiture se trouvait tout à côté, le cocher m'aida en me prenant le bras d'une main qui me sembla d'acier. Cet homme devait être d'une force prodigieuse. Sans un mot, il tira sur les rênes, les chevaux firent demi-tour, et nous roulâmes à nouveau et à toute vitesse dans le col de Borgo. En regardant derrière moi, je vis encore à l'allure des lampes de la diligence fumer les naseaux des chevaux et se dessinèrent une dernière fois à mes yeux les silhouettes de ceux qui jusque-là avaient été mes compagnons de voyage. Ils se signaient. Alors, le conducteur fit claquer son fouet et les chevaux prirent la route de la Bucovine. Comme ils s'enfonçaient dans la nuit noire, je frissonnai et me sentis en même temps affreusement seul. Mais aussitôt, un manteau fut jeté sur mes épaules, une couverture de voyage fut étendue sur mes genoux, et le cocher me dit en un excellent allemand « Mauvais temps, mein Herr », et le comte, mon maître, m'a recommandé de veiller à ce que vous ne preniez pas froid. Le flacon de Slivovitz, l'eau-de-vie de la région, est là sous le siège si vous en avez besoin. Je n'en pris pas une goutte, mais ce m'était déjà un réconfort de savoir qu'il y en avait dans la voiture. Mon inquiétude cependant était loin de se calmer. Au contraire, je crois que si j'en avais eu la possibilité, j'aurais interrompu ce voyage de plus en plus mystérieux. La calèche, elle, roulait de plus en plus vite, tout droit. Soudain, elle tourna brusquement, prit une autre route, de nouveau toute droite. Il me semblait que nous passions et repassions toujours au même endroit. Aussi y appliquai-je mon attention
cocher cependant restait parfaitement calme, regardant à gauche puis à droite, comme si de rien n'était. J'avais beau essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, je n'y parvenais pas. Tout d'un coup, assez loin sur notre gauche, j'aperçus une petite flamme bleue qui vacillait. Le cocher dut la voir en même temps que moi, car aussitôt il arrêta le chevaux, sauta à terre et disparut dans la nuit. Je me demandais ce que j'allais faire. Les loups hurlaient de plus en plus près de la voiture. J'hésitais encore quand le cocher réapparut soudain et sans dire un mot remonta sur son siège et se remit en route. Peut-être m'étais-je endormi, et cet incident ne cessait-il de m'obséder en rêve, car il me semblait qu'il se renouvelait indéfiniment. Oui, quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar horrible. À un moment donné, la flamme bleue jaillit si près de nous sur la route qu'elle me permit dans l'obscurité profonde de suivre chacun des gestes du cocher. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'endroit où brillait la flamme, éclat bien faible. Malgré tout, puisque c'est à peine si l'on distinguait le sol alentour, ramassa quelques pierres qu'il entassa d'une manière assez étrange. Une autre fois, un effet d'optique à peine croyable se produisit. Se tenant entre la flamme et moi, il ne me la cachait pourtant pas le moins du monde. Je continuais à voir parfaitement la lueur vacillante et mystérieuse. J'en restai à un moment stupéfait, mais je me dis bientôt qu'à force de vouloir percer l'obscurité, mes yeux m'avaient trompé. Alors nous roulâmes un bon moment sans plus apercevoir de flammes bleues, mais les loups hurlaient toujours comme s'ils nous encerclaient et comme si leur cercle avait avancé avec notre calèche. Le cocher mit de nouveau pied à terre et cette fois cela nous éloigna davantage. Pendant son absence, les chevaux tremblèrent encore plus fort qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, commencèrent à s'ébrouer, à hennir de peur. Je cherchais en vain la cause de cet effroi, puisque justement plus aucun loup ne hurlait, quand soudain la lune, qui voguait à travers les gros nuages noirs, apparut derrière le sommet dentelé d'un pic d'une hauteur impressionnante. Et je vis à sa lueur blafarde des loups qui nous entouraient, montrant leurs dents blanches et leurs langues rouges et le poil hérissé. Dans ce silence menaçant, ils étaient 100 fois plus effrayants que lorsqu'ils hurlaient. Je commençais à mesurer le danger que je courais. La peur me paralysait. Puis tout d'un coup, ils recommencèrent à pousser leurs hurlements comme si le clair de lune avait sur eux quelques effets particuliers. Les chevaux se démenaient d'impatience, promenaient autour d'eux des regards à faire pitié, mais le cercle vivant, le cercle d'horreur, restait fermé autour d'eux. J'appelai le cocher, je lui criai de revenir. Il me semblait que la seule chance qui me restait était d'essayer de briser le cercle pour faciliter son retour. Je criai donc encore et frappai sur la portière de la voiture, espérant effrayer les loups qui se trouvaient de ce côté-là et permettre ainsi à l'homme d'approcher. Comment fut-il là? Je n'en sus rien, mais j'entendis sa voix autoritaire et regardant dans la direction d'où elle venait, je le vis au milieu de la route. Tandis que de ses longs bras, il faisait le geste de repousser un obstacle invisible, les loups reculaient peu à peu. À ce moment, un gros nuage couvrit la lune et de nouveau l'obscurité fut complète. Lorsque mes yeux y furent accoutumés, je vis que le cocher remontait dans la calèche et que les loups avaient disparu. Tout cela était si étrange, si inquiétant, que je n'osais ni